Voilà, on va pouvoir démarrer. Donc, on va commencer par vous souhaiter dire bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis Stéphane Roy, psychologue, psychothérapeute, co-directeur de l'Institut Mimétis. Donc, dans le cadre du congrès annuel interuniversité et école intitulé Les métiers de l'approche systémique, organisé par l'ACT, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour cette soirée conférence qui est organisée par l'Institut Mimétis et qui a pour thème pour une systémique post-moderne. En effet, l'Institut Mimétis, en qualité de centre de formation aux approches relationnelles, s'interroge légitimement sur l'évolution actuelle du contexte sociétal, à partir duquel il nous semble important de pouvoir développer un mode de pensée alternatif qui puisse à la fois s'enseigner, se pratiquer et se transmettre. Tout en sortant de la vision matérialiste et revenir à une approche relationnelle où l'humain occupe une place centrale. Alors, pour développer ces idées, nous sommes ravis d'accueillir ce soir le docteur Julien Bedbez. Je rappelle que Julien est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute. Julien est formateur en thérapie narrative. Il est rédacteur en chef de la revue Hypnose et thérapie brève. Julien nous parlera ce soir des apports de la thérapie narrative et nous montrera comment l'absence d'une pensée de la relation comporte un risque de glissement majeur vers une pensée opératoire et réduisant la subjectivité de l'individu à une forme de représentation mentale. Donc, il s'agit donc de se reconnecter à sa vie subjective et ceci implique un préalable, lui donner forme dans un langage incarné à travers des histoires de vie reconnectées aux ressources relationnelles. Et nous avons également le plaisir d'accueillir ce soir le docteur Éric Bardot, qui est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute et directeur de l'Institut Mimétis. Éric est le concepteur et le développeur de la thérapie du lien et des mondes relationnels qui est enseignée au sein de l'Institut Mimétis. Éric nous parlera du modèle de systémique symbolique comme fondement de la thérapie du lien et des mondes relationnels. En effet, Éric a développé une modélisation de l'humain à partir du vivant basée sur les processus relationnels et interactionnels. Il s'agit d'une évolution du modèle systémique vers une approche qui intègre la complexité des formes d'expression que peuvent prendre les liens humains. J'en profite en même temps également pour vous rappeler que l'Institut Mimétis organise son 5e congrès à La Baule les 31 mai, 1er, 2 et 3 juin, et avec pour thème s'accorder, co-créer, transmettre le lien humain au cœur de la thérapie. Et évidemment, le congrès s'inscrit dans la continuité de ce qui va être développé par Éric et Julien ce soir. Voilà, donc Julien puis Éric prendront chacun la parole pendant environ 40 minutes environ. Bien évidemment, Éric et Julien, vous pouvez intervenir à tout moment si vous souhaitez échanger tous les deux. Et puis, nous laisserons ensuite, après vos interventions, place à un temps de questions-réponses. Donc, pour ceux qui sont en distanciel, n'hésitez pas à formuler vos questions directement à partir du chat pendant les interventions. Ou bien, si vous êtes présent dans la salle, n'hésitez pas à poser directement tout à l'heure vos questions à Éric et à Julien à l'issue de leur intervention. Voilà, pour l'heure, je vous propose que nous démarrions sur ce thème d'une systémique post-moderne. Et je laisse maintenant la parole à Julien Bedbez qui va ouvrir le bal. Merci à vous. Merci Stéphane pour cette introduction. Et je vais essayer de vous montrer à travers mon propos en quoi l'approche narrative enrichit la systémique. Ce qui est au centre de la systémique, de l'approche systémique, c'est l'école de Palo Alto, c'est les travaux de Gregory Bateson qui met au centre du travail thérapeutique la notion de relation. Mais le paradoxe, c'est que cette relation se situe dans un contexte sociétal, dont tout à l'heure a parlé Stéphane, et dans ce contexte sociétal, la relation a des particularités. La première, c'est qu'elle est peu pensée ou mal pensée,
puisque le sujet est pensé sous forme d'un individualisme extrême dans lequel la relation n'est pas inclus. C'est-à-dire que le sujet est pensé sans la relation ou contre la relation, mais nous avons très très peu de discours, de compréhension du processus de l'individu dans la relation, qui est le sens de la systémique, et qui est le fait de pouvoir être libre dans la relation. Donc ce type de discours est très peu répandu dans notre culture. En particulier, pour deux raisons. La première raison, c'est parce que notre culture est sous l'influence de mondes traumatiques, qui fait que l'autonomie est pensée contre, et non pas, ou est pensée sans, mais n'est pas pensée avec. Donc ça montre un peu les effets de ces mondes-là sur un individu qui se retrouve seul, en absence de relation. Et l'autre point, c'est le substitut de la relation qui est extrêmement développé dans notre culture. Ce substitut, c'est la technique. C'est développer des relations techniques, développer des relations dont on soit sûr des effets en termes d'action pour se rassurer. Donc cette montée en puissance de la technique, de l'imaginaire technique associé à l'influence d'un imaginaire post-traumatique qui décrit des relations dans lesquelles la personne est seule, font faire le lit d'une difficulté pour penser le monde relationnel. Au moment où finalement Batson amène une réflexion sur l'importance de la relation dans la thérapie, le contexte social et culturel rend difficile la pensée de la relation. Quel est le risque? Le premier risque, c'est tout ce qu'a amené le travail de l'école de Palo Alto avec la notion de tentative de solution, de ne pas percevoir le lien entre les tentatives de solution et l'absence de vie relationnelle. C'est-à-dire que ces tentatives de solution, lorsqu'elles sont activées, éloignent de plus en plus la présence de la relation. Donc cette absence de relation qui est déjà très fréquente dans notre culture est encore accentuée par les tentatives de solution. Ça m'amène deux réflexions. Le premier point, c'est lorsque cet individu est seul, hors relation, ce que nous montre Batson, à ce moment-là, il y a des conséquences identitaires qui sont négatives. C'est-à-dire la personne va dire « je ne vaux rien, j'ai une vision de moi-même qui est extrêmement négative, je n'y arrive pas ». Et il y a deux possibilités de se situer de manière identitaire. Il y a une première possibilité qui est de dire « je suis nul », tout en disant « mais finalement, être nul, c'est quelque chose qui me relie à l'ensemble de la culture, puisque nous sommes dans une culture où la relation est peu présente. Donc, comment peut-on savoir qu'on n'est pas nul? Et en bloquant les tentatives de solution, où la personne veut contrôler ses effets, là, à ce moment-là, on va sortir de cette notion de nullité. Donc, le blocage des tentatives de solution peut à ce moment-là permettre au sujet de percevoir qu'il a une certaine valeur. Mais il y a un certain nombre de situations où vous bloquez les tentatives de solution et malgré ça, il n'y a aucun changement. Et c'est ça que je voudrais réfléchir avec vous, parce que c'est par rapport à ça que l'approche narrative est très intéressante, parce qu'elle va enrichir notre travail thérapeutique. Donc, la deuxième occurrence, je dirais, c'est quelqu'un qui va vous dire « je suis nul », mais avec une petite note mélancolique « je ne suis que ça ». C'est-à-dire que la personne n'est pas dans un processus de reconnaissance, elle est seule, elle se voit comme un déchet, parce qu'elle est dans un monde où elle est radicalement seule. Et ce monde dans lequel elle est radicalement seule, évidemment, c'est un monde dans lequel la relation humaine n'est pas en place. Alors, si cette relation humaine n'est pas en place, on voit bien que c'est un effet des mondes post-traumatiques, c'est l'effet de l'importance de la technique, de l'imaginaire de la technique. Ce monde-là, c'est un monde dans lequel le sujet est seul avec des angoisses, qu'on pourrait appeler des angoisses de mort, si la relation humaine c'est la vie. L'absence de relation humaine, c'est plutôt des imaginaires de mort qui arrivent, et les personnes ressentent cette dimension de mort. Que va nous amener le narratif? Cette approche narrative. Cette approche narrative, c'est une approche qui est centrée justement sur le processus relationnel, mais pas la relation est là, puisqu'elle n'est pas là, mais sur le processus dynamique d'accordage. C'est quand l'accordage n'est pas là, sous l'influence de ces mondes qu'on vient de décrire, qui sont des mondes techniques et des mondes post-traumatiques, l'accordage n'est pas là. Donc cet accordage qui n'est pas là, vous voyez, rend chaque sujet dans l'incapacité d'être dans un partage avec les autres. Il se sent seul,
et étant seul, il a une vision négative de lui-même. Il est incapable de rentrer dans une relation humaine qui seule nous humanise nous-mêmes en tant que sujet. Donc cette notion d'accordage est au centre du processus narratif, c'est-à-dire que lorsque cet accordage est en place, et c'est la manière dont il se met en place qui nous permet de percevoir la notion d'intentionnalité relationnelle sur laquelle je voudrais parler un petit peu. Lorsque l'accordage est en place, lorsque je sens que l'autre désire et met en place des actions pour que cet accordage soit présent, c'est à ce moment-là que je perçois l'intention de l'autre, le désir de l'autre de partager une relation vivante. Et c'est lorsque je perçois cet désir d'accordage pour, je dirais, vivre une relation vivante, c'est-à-dire un partage, que l'autre désire partager une expérience avec moi en tant que sujet, que je vais me dire que j'ai de la valeur. Qu'est-ce qui fait que l'autre désire partager cette expérience avec moi? Parce que ça va me toucher. Et ce qui va me toucher, c'est le fait de percevoir que cet autre, en voulant partager cette expérience avec moi, ça a comme effet d'agrandir sa puissance de vie et la liberté de l'autre. Et en retour, c'est ça qui fait que moi, en tant que sujet de la relation, je puisse me sentir en sécurité. Et la base de cette sécurité relationnelle, c'est cette dimension de valeur sur laquelle on va travailler tout à l'heure. Donc, le premier point que je voulais faire ressortir, c'est que notre culture véhicule une histoire dominante assez importante dans laquelle la relation n'est pas pensée. Comme on l'a vu tout à l'heure, dans lequel l'accordage n'est pas pensé. Et si l'accordage n'est pas pensé, c'est aussi parce que la pensée de l'intentionnalité relationnelle n'est pas pensée. Souvent, quand on parle d'intention, on va dire « j'ai l'intention de faire telle ou telle chose » ou bien « celui-là, il me dit ça, mais son intention est autre, il veut me manipuler ». Donc, on voit que l'intention est pensée de manière prévalente, souvent dans la catégorie du pouvoir. L'intention, c'est de prendre le pouvoir sur la relation, de contrôler la relation. Ce que je voudrais montrer, c'est que cette manière de penser l'intentionnalité est une manière dans laquelle l'intentionnalité est pensée de manière non relationnelle, mais en rapport avec des tentatives de solution de type contrôle. À la différence, l'intentionnalité en narratif est une intentionnalité qui vise la relation, c'est-à-dire que le désir de l'autre, c'est de partager une relation vivante parce que partager cette relation vivante agrandit sa vie et rend sa vie plus riche, lui donne du sens et lui permet d'être plus libre. Alors, le narratif, enfin tout le travail qui a été développé par Michael White, qui est à l'origine de la compréhension de ces processus-là, et de se dire, puisqu'il était formé à l'école de Palo Alto, il a commencé à travailler cette notion de relation, de tentative de solution, c'est de se dire finalement, les tentatives de solution, elles se situent dans un certain type de relations qui ne sont pas en place. Et je dirais, ces tentatives de solution dans ces relations qui ne sont pas en place s'expriment dans des histoires qui sont ce qu'on appelle une histoire dominante dans laquelle le sujet n'arrive pas à trouver sa place dans la relation à l'autre et avec lui-même. Donc lui-même n'est pas en place et la relation à l'autre n'est pas en place. Il y a une contradiction dans ces histoires-là entre la relation à soi et la relation à l'autre. Et lorsqu'il y a cette contradiction entre relation à soi et relation à l'autre, le monde dans lequel nous vivons est un monde dans lequel finalement l'intentionnalité est basée au niveau du contrôle en termes de tentative de solution. Il n'y a pas de relation vivante et le sujet se sent radicalement seul. Et lorsqu'il veut sortir de cette solitude, il va aller vers les autres. Et aller vers les autres, ça passe toujours justement par le contrôle, par la tentative de maîtrise des relations, parce que chaque relation est vécue comme une relation de maltraitance, c'est-à-dire une relation dans laquelle c'est impossible en même temps d'être libre dans la relation. Ces histoires dominantes, si on réfléchit, ce sont des histoires dans lesquelles l'intentionnalité n'est pas en place, c'est-à-dire des relationnels, c'est-à-dire des histoires dans lesquelles le processus d'accordage n'est pas en place, c'est-à-dire des histoires qui sont des formes de la dissociation. C'est la forme que va prendre la dissociation dans notre culture, dans les histoires que vont raconter les autres. Ce que montre le travail de White, c'est que
ces histoires dominantes qui sont créées par la contradiction entre relation à l'autre et relation à soi, c'est-à-dire l'impossibilité que la relation rejoigne la rencontre, hein, c'est des relations qui sont simplement sur le faire semblant. Ces histoires-là modifient notre perception et nous amènent dans une dimension, ce qu'on appelle une perception étroite, dans laquelle nous ne percevons jamais les intentions relationnelles des autres, c'est-à-dire ces intentions-là ne font pas sens. Donc la difficulté que nous avons souvent en thérapie, hein, c'est de vouloir travailler trop vite le blocage des tentatives de solution tant que cette dimension intentionnelle n'est pas en place. Car si la dimension intentionnelle n'est pas en place, on a beau modifier les tentatives de solution, à ce moment-là, il va rester un vide, puisque la relation ne va pas être là. La relation ne peut être là quand on bloque les tentatives de solution, oui, que si on était déjà dans une histoire qui était déjà structurée par des relations vivantes dans lesquelles la rencontre était présente. Et dans lequel, dans ces cas-là, les blocages, les dysfonctions relationnelles sont des dysfonctions qui vont intervenir dans un contexte particulier par rapport à l'histoire. Donc, cette vision de K. White, hein, c'est de se dire, pour pouvoir travailler sur des modifications en termes d'action, apprendre à travailler sur des modifications en termes d'action implique que la dimension intentionnelle, c'est-à-dire la dimension relationnelle, c'est-à-dire des intentions relationnelles, soient en place. Donc, commençons par travailler de manière spécifique cette dimension d'intentionnalité relationnelle avant de s'intéresser aux exceptions ou au contraire de bloquer les tentatives de solution pour faire émerger des exceptions. Car à ce moment-là, on aura beau agir dans les actions, on n'aura jamais accès à cette perception intentionnelle qui a comme effet sur le sujet d'avoir un partage affectif. Donc, ce que développe l'approche narrative, c'est qu'il y a cette dimension intentionnalité, relation, vie affective, puisque la vie affective, c'est ça qui est au centre de la relation et de la rencontre. Hein, sans vie affective partagée, il n'y a pas de rencontre. Cette dimension-là n'est pas pensée par une culture dominante très technique dans laquelle on s'intéresse aux actions, à répétition d'actions, au comportement, mais cette dimension affective, intentionnelle, n'est pas en place. Ce qu'apporte donc l'approche narrative à la systémique, et en quoi cela enrichit l'approche systémique, c'est de penser que pour que le travail sur la relation se mette en place, il est important de bien vérifier que la dimension intentionnelle est déjà en place, c'est-à-dire que ces intentions aient des effets affectifs. Tant que ce n'est pas le cas, eh bien, on peut raconter des histoires et les changements ne vont pas durer. Alors, comment ça se passe en pratique ? En approche narrative, l'approche narrative est une approche dans laquelle, dans un premier temps, nous allons accueillir l'histoire de la personne, qui est une histoire évidemment liée au processus dissociatif, dans laquelle la personne n'est pas en place, dans laquelle les relations aux autres sont perçues comme des relations de rejet, de maltraitance, dans laquelle la personne souffre. Il y a des effets de souffrance chez la personne. Et donc, elle va nous décrire cette histoire. Et une des caractéristiques du narratif, c'est il faut d'abord, quelque part, soigner les histoires, réparer les histoires, pour créer, c'est-à-dire créer une histoire alternative dans laquelle l'intention relationnelle, c'est-à-dire une intention partagée est en place, à partir duquel va pouvoir commencer un travail sur les actions. Mais on ne peut pas travailler sur les actions tant que l'intentionnalité n'est pas en place, parce que nous allons retomber sur des actions qui se répètent à vide, et c'est ce que nous avons dans les processus dissociatifs, c'est-à-dire des actions automatiques qui ne rejoignent jamais l'intentionnalité, parce qu'ils n'ont pas d'effet relationnel en termes affectifs, il n'y a pas de partage affectif. Donc en pratique, je dirais que l'approche narrative permet un pas de recul, hein, et avant de travailler sur cette dimension de qu'est-ce qu'on fait dans l'histoire, de remettre en place l'accordage à la fois dans la relation entre le thérapeute et la personne qui consulte, mais aussi ce processus d'accordage, de le percevoir à l'intérieur de l'histoire. Comment on va pouvoir le percevoir? Et on va centrer notre questionnement, non pas sur
les actions, mais sur le lien entre les actions, les intentions et les relations. Et c'est cela qui va permettre quelque part de faire exister des exceptions. L'idée principale étant que l'exception, à ce moment-là, est une exception non pas simplement en termes d'action, mais en termes d'intention avant tout. C'est la notion d'intentionnalité. Et en narratif, pour favoriser ce processus, White a développé la notion d'externalisation, c'est-à-dire de donner forme à cette histoire dominante et de lui donner un nom. Et cette histoire dominante à laquelle on donne un nom, le nom d'un personnage, puisqu'il faut qu'on puisse percevoir qu'il a des intentions, c'est dans cette histoire-là que le sujet se sent renvoyé à sa solitude radicale et au fait qu'il n'ait pas de valeur. Donc, nommer cette histoire, arriver à la nommer au plus près de l'expérience du sujet, est vraiment quelque chose de très important dans le travail pour ensuite percevoir comment cette histoire dominante, qui est nommée maintenant, va empêcher la perception relationnelle et en particulier la perception de toutes les intentions relationnelles. Ce travail d'externalisation permet de différencier la relation avec l'autre de la relation avec cette histoire dominante qui se met entre le sujet et les autres personnes. Donc tout le travail, dans un premier temps, va être d'externaliser, c'est-à-dire de faire émerger une exception, mais une exception qui n'est pas simplement au niveau de l'action, mais dans lequel l'action est reliée aux intentions et aux relations. Si ce n'est pas le cas, si on est simplement des exceptions en termes d'action, dans le contexte culturel dans lequel nous vivons, les actions sont, sous forme d'exception, sont réavalées par l'histoire dominante. Donc l'histoire dominante, elle mange les exceptions. Donc si on bloque les tentatives de solution, on va avoir des exceptions en termes d'action, mais ces exceptions en termes d'action vont être ravalées par l'histoire dominante, qui est cette fameuse histoire qui est structurée par la contradiction entre relation à l'autre et relation à soi. Donc l'idée de l'approche narrative va être de questionner, avec cette question basée sur l'externalisation, pour faire émerger des exceptions, mais que ces exceptions puissent être pensées et interprétées à partir de ce qu'on appelle l'histoire alternative, c'est-à-dire à partir des intentions relationnelles. Car la même histoire, pensée du côté de l'action, n'aura pas le même sens du côté de l'intention. Exemple, vous avez quelqu'un même qui peut se scarifier, c'est un geste automatique, d'accord ? Et la personne peut vivre ça comme un moment de soulagement. Mais vous voyez bien que ce moment de soulagement, c'est un moment qui va la renvoyer, si on parle au niveau de l'action automatique, dans l'histoire dominante dans laquelle elle est seule. Percevoir quelle est l'intention qui serait derrière ce geste automatique, c'est-à-dire que derrière ça, il y a des valeurs blessées auxquelles le sujet voudrait adhérer, c'est-à-dire il voudrait refuser le pouvoir de l'histoire dominante sur lui, et au contraire dit oui à un certain nombre de valeurs qui pour lui sont significatives de l'histoire de la vie, c'est-à-dire de relations vivantes. Et c'est ce passage, cette double lecture, une lecture du côté, double interprétation, du côté de l'histoire dominante, mais aussi une double lecture du côté, la deuxième lecture, deuxième interprétation du côté de l'histoire alternative, ou on appelle ça aussi des fois une contre-histoire au départ, qui va amener le sujet à donner du sens à l'exception, de telle manière que cette exception puisse prendre sens, puisque cette exception maintenant, c'est une exception dans laquelle l'intention relationnelle est en place, les valeurs potentiellement peuvent être en place et les relations peuvent être vivantes. Et c'est dans ce monde-là que la personne se réassocie, est libre et a la capacité de prendre de nombreuses initiatives, comme elle a la capacité à ce moment-là de se retourner sur les relations qui ont été vécues et qui sont toujours vécues comme toxiques pour, quelque part, les désintoxiquer, c'est-à-dire de percevoir derrière des actions négatives qu'il y a aussi des intentions relationnelles. Il faut être dans ce monde de l'histoire alternative pour pouvoir percevoir que l'autre a des intentions relationnelles. Tant qu'on est dans l'histoire dominante, aucune intention relationnelle n'est perçue et chacun pense que l'autre est mal intentionné à son égard, il veut me maltraiter, il veut prendre le pouvoir, ce qui m'amène à avoir des tentatives de solution qui ne font que confirmer que l'autre veut prendre le pouvoir sur moi. Plus je veux contrôler, moins je contrôle. Ça, on retombe sur la logique, je dirais, stratégique de base.
je voudrais maintenant approfondir un petit peu cette dimension d'intentionnalité, puisqu'on a vu que c'est une intentionnalité en rapport avec la relation, donc une intentionnalité qui est partagée. Ce qui est important, c'est que cette intentionnalité qualifie pour le sujet ce qu'est une relation humaine. Cette intention qu'on va mettre en évidence par le questionnement est une intention qui va dessiner pour le sujet un monde dans lequel la relation humaine est possible. Et on va avoir des dialogues avec la personne, faire venir des histoires pour que ça s'incarne, que ce ne soit pas dans la tête, et faire venir surtout des relations. Car ce que nous avons, c'est un corps relationnel, et pour habiter son corps, c'est-à-dire en capacité d'accueillir ses propres ressentis sensoriels, il est nécessaire que la relation soit en place. C'est dans le monde où l'intentionnalité relationnelle est en place que le sujet spontanément est en capacité d'accueillir son ressenti sensoriel et de donner un sens humain à ce qu'il est en train de vivre et de ressentir. Intentionnalité, on le voit, qui est la porte, qui est l'ouverture vers ce monde-là et qui est ce monde des valeurs. Ce qui est important de comprendre par rapport à la notion de relation dans laquelle nous sommes partis, qu'une relation vivante, donc c'est une relation dans laquelle la vie circule, l'affect circule, et c'est une relation dans laquelle cette intentionnalité est partagée et circule des deux côtés. C'est-à-dire c'est une relation vivante. La manière dont nous allons nommer l'intentionnalité, nous la nommons. Par exemple, mon intention, c'est le respect, d'être respecté. La première fois que j'emploie le terme de respect, je suis encore au niveau d'une intentionnalité. Cette intentionnalité est partagée, il va falloir la traduire dans une relation. C'est-à-dire que quand le respect est présent dans une relation et de manière réciproque, il n'y a qu'à ce moment-là que nous arrivons au niveau des valeurs. Donc, si nous parlions au début de la relation, on pourrait dire que toute relation vivante, la forme de toute relation vivante en termes de langage, peut prendre la forme d'une valeur. Une relation vivante, c'est par exemple une relation dans laquelle je me sens libre, une relation dans laquelle je suis respecté, c'est-à-dire une relation dans laquelle j'accueille mes ressentis sensoriels, j'incarne quelque chose qui est en rapport avec la vie et mon expérience, c'est qu'à ce moment-là, ma vie a du sens. En ce sens-là, toutes les valeurs sont des formes de l'autonomie relationnelle, puisqu'une relation vivante, c'est une relation dans laquelle je suis en même temps en relation avec l'autre, avec moi-même. Toutes les valeurs sont des formes de cette autonomie relationnelle. Donc, si nous reprenons le travail du départ, c'est cette notion de relation qui était à la base de systémique, nous voyons que ce travail sur la relation en narratif nous permet de comprendre le lien entre l'intention et la notion de valeur dès le départ, quand l'autre vient dans la relation avec moi pour enrichir sa propre vie, que nous allons à partir de là construire des histoires structurées par les valeurs préférées du sujet, et ces valeurs préférées du sujet vont lui permettre d'avoir ce qu'on appelle en hypnose une perception large, c'est-à-dire une capacité à différencier l'action de l'intention. À savoir que je peux percevoir que malgré des actions négatives, il y a des intentions positives, la vie relationnelle est là. À ce moment-là, l'action négative est contextualisée, c'est dans un contexte particulier que les actions sont comportées comme ça, mais l'intention du sujet, de l'autre à mon égard, comme de moi vis-à-vis de lui, est de faire vivre cette relation vivante. J'ai parlé d'intention, d'action, d'intention, on voit qu'on arrive sur la valeur et on va aller un peu plus loin. Ces valeurs-là, qu'on va décliner à travers toutes ces relations, vont donner forme à ce qu'on appelle un projet de vie, vont révéler quelque chose qui est ce processus relationnel vivant dans lequel le sujet veut s'incarner. Car ce projet de vie ou ce principe de vie, selon les nominations, indique cette ligne rouge, cette ligne de vie sur laquelle le sujet veut dérouler et qui est la ligne à partir duquel le sens est en train de se créer. Il est extrêmement important, en narratif, d'aller jusqu'à cette notion de principe de vie ou de projet de vie qui contient en lui-même toutes ces relations vivantes, avant de se retourner sur la première histoire qui est l'histoire dominante, qui est l'histoire de la dissociation et des effets de la dissociation dans la vie du sujet, pour permettre évidemment au sujet de construire une nouvelle histoire qui soit plus en rapport avec ses
ses souhaits, ses désirs, de telle manière qu'il arrive à ce moment-là à devenir auteur à nouveau de sa vie. Donc, pour redevenir à nouveau auteur de sa vie, c'est-à-dire de prendre des initiatives pour que sa vie ait du sens, évidemment, à un moment donné, on sera amené à développer des exceptions en termes d'action, mais tout ça ne prendra du sens qu'à condition que ces actions soient en lien avec des intentions à l'intérieur d'un espace dans lequel les intentions relationnelles soient en place et la relation humaine et vivante soit en place, c'est-à-dire des formes de la vie axiologique, c'est-à-dire du monde des valeurs, du monde du sens. Alors, quel est le risque? C'est pour ça que je vous disais en quoi l'approche narrative va enrichir la systémique. Le risque de la systémique dans le contexte dont nous venons de parler, qui est ce contexte individualiste et ce contexte post-traumatique et ce contexte technique, le risque, c'est que la systémique, malgré le fait que son désir profond, c'est de faire exister la relation, peut se faire recruter par le monde, on pourrait dire, du comportement, et de se retrouver éloigné d'une vie relationnelle qui permet la rencontre, et de parler de relation sous forme de représentation mentale. Qu'est-ce que c'est que la relation? Je vais faire ça, il faut que j'ai tel comportement pour avoir des relations, et non plus de cette relation, c'est quelque chose qui me fait vivre de l'intérieur, c'est un partage affectif, et ça enrichit la vie de l'autre. Donc le risque, je veux dire, dans notre culture, et c'est là que la systémique peut être enrichie par le narratif, c'est de percevoir que ces relations que nous imaginons comme vivantes peuvent à tout moment être dégradées en comportement, vous voyez, pour garder la relation. Parce que cette technique nous dit vous devez être comme ci, vous devez être comme ça, c'est ce qu'on appelle des approches normatives, tout ce qu'on doit faire en termes d'action pour pouvoir garder les relations. Et dans notre culture, dans une culture finalement dans laquelle la relation n'est pas pensée d'un point de vue symbolique, ne rentre pas dans les structures symboliques, ce que Eric a beaucoup développé, qui est vraiment quelque chose de très important. Si on ne tient pas compte de ça, eh bien, il y a un risque de glissement d'une approche systémique, on pourrait dire deuxième génération, de type 2, vers une systémique qui soit quelque chose dans lequel le sujet n'est pas inclus dans le système qu'il est en train d'observer. Et on va retomber, malheureusement, c'est extrêmement fréquent, sous l'influence évidemment des histoires dominantes, vers une expérience où l'autre est vécu comme porteur du problème et ne souhaitant pas finalement vraiment sortir de cette impasse qu'il a construite lui-même par ses tentatives de solution. Par de parler de limitation. Voilà. OK. Je voulais... Eric parle de l'imitation, des processus d'imitation. J'avais juste un petit mot à dire par rapport à ça, c'est de différencier l'imitation qui est externe, c'est-à-dire je vais imiter un comportement pour pouvoir rester dans la relation, alors que le processus mimétique qui construit la relation est un processus mimétique de nature intentionnelle. C'est parce qu'il y a de la relation humaine et donc de l'intentionnalité que le processus mimétique va permettre l'émergence d'un comportement qui ne soit pas à l'identique, mais qui soit un comportement qui va être en relation avec un premier comportement, mais qui peut intégrer de la différence, de la nouveauté au sein même d'une relation qui, par là même, va pouvoir s'enrichir. Ça me paraît très important. Pour finir, et pour conclure, pour vous donner un exemple de l'intérêt de cette approche, je vais reprendre un petit cas clinique développé par Michael White, qui est le cas de Julie. Donc, Julie est une jeune femme qui a eu dans son enfance des vécus traumatiques. Elle a été abusée par son père, par un voisin aussi de la famille. Et lorsqu'elle rencontre Michael White, elle est complètement prise dans cette histoire-là et elle se voit comme un déchet. Vous voyez, elle se voit comme une victime, elle se voit comme dans l'impossibilité de vivre. Ce d'autant plus qu'évidemment, vivant dans ce monde de maltraitance depuis qu'elle est toute petite, évidemment, elle vit avec un homme qui vit dans le même monde qu'elle et qui l'a attirée. Parce que si l'intentionnalité ne vous permet pas d'être attiré, ben c'est ces mondes-là qui vous attirent au niveau émotionnel. Donc, elle vit avec un homme violent. Et lorsque Michael White rencontre Julie,
il écoute, vous voyez, il essaie de comprendre finalement dans quelle histoire elle vit, et tout d'un coup, elle se met à raconter une anecdote qui s'est passée quelques mois avant, 8-9 mois avant, où elle dit, et en plus, donc j'étais abusée, etc., mon mari est violent, et en plus, lorsque je me promenais dans la rue récemment, j'ai entendu tout d'un coup une voiture qui freinait très fort, et j'ai vu qu'un enfant était renversé, et cet enfant, lorsqu'il a été renversé, eh ben, j'aurais dû me précipiter pour aller le secourir, etc. Et je n'ai rien fait, je suis resté bloqué sur place. Donc, comme s'il était toujours sous l'influence très forte de cette histoire dominante. Et White perçoit, oui, son trouble émotionnel. Et il lui dit, comment ça s'est passé? Vous n'y avez pas été? Il y a d'autres personnes qui ont été? Oui, il y a plein de personnes ont été pour secourir cet enfant. Et à ce moment-là, White lui dit, mais là, j'ai l'impression que j'ai senti que vous avez eu des émotions qui sont venues. Est-ce que ces émotions, ça signifie que vous avez été soulagé? Vous voyez? Que d'autres personnes viennent soutenir cet enfant? Ou est-ce que ces émotions, c'est plutôt en rapport avec votre malaise d'avoir rien fait? Comme s'il y avait un sentiment de honte ou un autre sentiment de cette nature. Et Julie lui répond, ben oui, c'est de la honte. C'est ça. Et vous allez voir, c'est ça qui est très intéressant, comment cette expérience peut être pensée du côté de l'action, oui, j'ai rien fait, la honte, ou du côté de l'intention. Et là, la conversation de White commence à dire, est-ce que vous m'autorisez à vous poser des questions pour comprendre pourquoi la honte s'est invitée à ce moment-là dans votre vie? Elle dit, c'est évident, pourquoi la honte est là. White, il dit, moi, si j'avais ressenti ça dans ce cadre-là, pour moi, je comprends, mais pour vous, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus? Et à ce moment-là, Julie lui dit, c'est honteux parce que la vie d'un enfant, c'est sacré. Oui. Et donc là, on change d'histoire. On passe d'une histoire d'abus sexuels, de violence, de non-sens, de rien faire pour aider les autres, à une autre histoire dans laquelle ce qui est important et ce qui est sacré, c'est la vie d'un enfant. Et à partir de là, White va poser des questions en lui disant, mais ça vient d'où cette histoire que la vie des enfants est sacrée? Et Julie va commencer à raconter des histoires dans lesquelles, quand elle était petite, elle observait quand son papa commençait à boire, à s'alcooliser. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, elle allait protéger, prendre soin de son petit frère et de son petite sœur. Et elle avait mis une cachette qu'elle avait créée dans un petit bois à côté de la maison pour les protéger. Elle avait amené des jeux, elle avait amené de la nourriture. Donc, elle avait pris des initiatives quelque part, oui, pour faire exister cette valeur qui était cette valeur de protection, parce que la vie de son petit frère et de sa petite sœur était sacrée. Pendant cet entretien avec Julie, les deux éducatrices étaient présentes, qui étaient les éducatrices qui s'occupaient de la situation de Julie dans un foyer pour femmes battues, puisqu'elle était battue par son conjoint. Et à ce moment-là, White a posé des questions sur l'effet que cette histoire, vous voyez, de prise d'initiative, de l'importance que la vie des enfants est sacrée sur les éducatrices. Et toutes les deux ont pu témoigner que suite à cette histoire, elles avaient modifié. Il y en a une qui commence à dire, je me rends compte que finalement, avoir des bonnes relations dans son enfance, c'est fondamental. Et je pense que je vais faire, c'est que en rentrant chez moi, je vais prendre le téléphone et je vais prendre contact avec tout un tas de gens qui, lorsque j'étais enfant, m'ont bien traité. Vous voyez, l'idée, et ce qui est très intéressant, c'est que ces prises d'initiative, vous voyez, pour enrichir la vie des éducatrices, c'est-à-dire que les éducatrices en tant que témoins, elles témoignent que le récit de la vie de Julie a enrichi leur vie. Et donc, par retour, Julie se rend compte, alors que la première histoire était une histoire simplement « je suis seule au monde et tout le monde est indifférent à ma souffrance », de se rendre compte que en parlant de manière sincère, authentique d'elle-même et des valeurs qui sont fondamentales pour elle, elle était en train d'enrichir la vie d'autres personnes et que cette vie plus riche donnait de la valeur à la vie et du sens à la vie de Julie. Et évidemment, la suite, c'est qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre, vous voyez, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre de plus récent pour pouvoir
rentrer dans ce processus de renforcement de relations vivantes. Et elle donne ensuite des exemples où elle s'était assise à côté d'une femme qui était très seule dans le foyer en question, pour justement qu'elle ne se sente pas abandonnée par tout le monde, mais qu'elle sente qu'il y a toujours quelqu'un qui était là en termes de présence. Donc, si je pouvais conclure maintenant par rapport aux propos, je dirais que l'approche narrative qui réintroduit la question du sens, qui réintroduit la question donc de l'intention relationnelle et des valeurs, permet de construire des histoires alternatives à partir duquel le sujet va pouvoir intégrer les effets des histoires dominantes, de pouvoir retrouver des relations vivantes au-delà des relations mortifères et de pouvoir prendre à nouveau des initiatives pour redevenir auteur de sa vie. Et l'importance, évidemment, c'est que lorsque le sujet, par le questionnement, se connecte à ses valeurs préférées, en particulier à son projet de vie, vous voyez, à son principe de vie, qui est le principe d'unité du sujet au niveau de l'espace, et je dirais temporel, il y a un espace qui s'ouvre dans lequel mes actions ont du sens, où la relation est en place, ces conversations se terminent également par des prises d'initiative en termes d'action, c'est-à-dire que lorsque le sujet est connecté à ses expériences de valeur, à ce moment-là, il a la capacité, puisque l'intention est de prendre des initiatives où les actions, on va avoir du sens, puisque les actions sont en rapport avec des relations et avec une forme de l'intentionnalité qui sera reconnue à travers ça. Donc le risque de la systémique, je dirais ça en conclusion, c'est de glisser du fait de notre contexte culturel vers un fonctionnement opératoire, et on connaît pas mal d'équipes de thérapie familiale et qui peuvent, et chez tout un chacun, il y a cette dimension de se faire recruter à nouveau par la pensée opératoire, par la pensée qui est centrée sur l'action, de garder une deuxième écoute, une deuxième interprétation du côté de l'intention, du côté de la relation, pour que les actions que l'on va faire mettre en évidence, en termes d'exception, soient des actions qui permettent de donner du sens à la vie du sujet, où plus il va agir, plus il va être proche des autres, plus il va enrichir la vie des autres et plus il va donner du sens à sa propre vie. En ce sens-là, dans le contexte actuel, l'approche narrative est vraiment un enrichissement pour l'approche systémique parce qu'elle va permettre de penser le travail sur la relation à l'intérieur d'un contexte d'histoire alternative dans lequel les intentions sont en place, ce qui fait que lorsqu'il y aura un blocage des tentatives de solution, le sujet sera en capacité de percevoir les intentions relationnelles et donc le sens de la vie. Voilà, je vous remercie. Bon, merci beaucoup, Julien. Écoute, merci pour la clarté de tes propos et pour la ponctualité, puisque nous sommes on a 1 minute d'avance, donc vraiment, ça rentre dans le timing de ton intervention. Merci beaucoup. Sans plus attendre, Eric, on va te laisser la parole. Bien évidemment, si vous souhaitez à un moment ou un autre, tous les deux, intervenir, voilà, je veux dire, si tu souhaites rebondir sur les propos d'Eric, ça sera bien volontiers. Et puis, après l'intervention d'Eric, on laissera place justement comme ça à quelques questions. Merci beaucoup et voilà, Eric, on te laisse la parole. Ce qui fait la manière dont nous allons pratiquer en tant que thérapeute, en tant que psy, est bien sûr influencé, me semble-t-il, par notre histoire et des problématiques que nous rencontrons dans notre histoire. Et ça va nous amener, me semble-t-il, à définir ce qui va être important dans le cadre de la thérapie. Le travail qu'a construit, ce que j'ai développé, la thérapie du lien et les mondes relationnels, est majoritairement issu de la pratique chez l'enfant et particulièrement des troubles développementaux chez l'enfant en lien avec des mondes traumatiques, c'est-à-dire maltraitance, désorganisation, troubles graves de l'attachement, etc.
c'est ce qui m'a amené dans mon parcours, d'abord à rencontrer et à formaliser l'hypnose, et particulièrement l'hypnose ericksonienne, dans cette vision que un enfant seul, un bébé seul, ça n'existe pas. Donc, que la base de ce qui va nous construire en tant qu'être humain est une base relationnelle. Quand on dit une base relationnelle, encore faut-il savoir de quoi on parle. Cette base relationnelle, elle repose sur des idées fondamentales qui est, la première, que nous sommes à la fois des êtres de singularité et à la fois des êtres d'appartenance. Et que, comme être de singularité et d'être d'appartenance, nos capacités, j'allais dire cognitives, qu'on est aujourd'hui, nous amènent aussi, sur la troisième axe, à être des êtres de sens. Et on le voit bien dans le développement d'un enfant sain, comment la dimension de la relation, de l'influence et des processus d'influence réciproque, c'est-à-dire que je me construis dans la relation avec l'autre. Et ce qui me semble important, c'est que lorsque j'ai rencontré après l'hypnose l'approche systémique et l'école de Palo Alto, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était la pensée de Gregory Bateson, qui mettait au centre la relation et qui avait amené Václavic à dire que le patient, c'était la relation. Si je fais un pont avec Milton Erickson disait « tout vient du patient ». Si on associe le « tout vient du patient » d'Erickson avec le patient, c'est la relation de Václavic, ça veut dire que tout vient de la relation. Ce que certaines autres écoles ont d'ailleurs dit, si les problématiques dysfonctionnelles qui amènent la pathologie viennent de la relation et des relations dysfonctionnelles, la relation, c'est aussi ce qui soigne, et la relation humaine. Alors, revenir sur des processus d'influence réciproque, ça veut dire que ça nécessite, me semble-t-il, de définir ce que l'on entend par relation. Et que ce que l'on entend par relation, de mon point de vue, c'est que la base d'abord, est le lien. Et le lien évoque évidemment, pour moi, le lien d'attachement et la théorie de l'attachement telle qu'elle a été développée Bowlby, dans une vision d'ailleurs systémique et interactionnelle, même s'il venait de la psychanalyse. Et donc, si on part de cette idée-là, c'est-à-dire que la question est, mais comment se construit le lien? Et le lien nécessite d'abord de partir de l'idée que potentiellement, nous sommes dans un bain interactionnel qui rend les liens possibles. Mais pour que le lien se mette en place, cela nécessite, me semble-t-il, qu'il y ait une rencontre. Et cette rencontre, elle va prendre d'abord et avant tout des formes spécifiques. Et que ces formes, avant qu'elles soient cognitives, mentales, représentationnelles, elles commencent d'abord par prendre des formes perceptives. Ça veut dire que si je pars du petit enfant, c'est-à-dire que les premières formes qui vont être mises en scène et qui vont construire des liens sécures, c'est-à-dire des liens qui vont permettre que s'installe la confiance dans la relation humaine, comme soutenante, accompagnante, elle passe d'abord par le corporel, c'est-à-dire pas le corps mécanique, pas le corps fonctionnel, mais notre corps relationnel. Je vais même aller plus loin. C'est que je dirais aujourd'hui que l'inconscient ericksonien pourrait être traduit majoritairement par la conscience corporelle. Si je reviens aux bases de Palo Alto,
Les bases de Palo Alto sont construites sur la systémique, sur la cybernétique, et une cybernétique orientée vers les missiles, c'est-à-dire vers la technologie. Et cette vision a mis entre parenthèses ce qui est de la dimension relationnelle corporelle. Et pourtant, ça nécessite de percevoir que si nous sommes dans des processus d'influence réciproque, ça veut dire que les perceptions sont l'expression de la relation, du lien. Que les émotions sont interactionnelles et l'expression du lien. Que les images, notre imaginaire, sont l'expression du lien. Et qu'évidemment, nos pensées prennent leur base aussi sur l'expression du lien. Je vais même rajouter, c'est que notre capacité à nous retourner sur nous-mêmes et à donner du sens par le langage, par l'interprétation, par la généralisation de l'interprétation à l'expérience que nous vivons, qui permet de construire une histoire, qui permet de témoigner, n'a de sens que s'il y a un autre en capacité de recevoir et de partager. C'est-à-dire, en d'autres termes, que seul dans un désert, sans personne, va être probablement la mort assurée. Et donc, à partir du moment où on part dans cette idée-là, ça veut dire que la première construction, ce qui va permettre la rencontre, est d'abord, comme tu l'as dit, Julien, dans ton intervention, un accordage, mais un accordage corporel. C'est-à-dire un accordage qui va être la rencontre de deux expériences. Et notre corps conscientise l'intention de rencontre de l'autre avant que nous conscientisons mentalement cette rencontre. Je vais donner un petit exemple qui, pour moi, m'a extrêmement touché, un exemple expérimental chez le nourrisson. L'expérience a été la suivante. On met une petite peluche au bout d'un bras mécanique et on va le mettre devant le regard d'un nourrisson de 3 semaines à mois qui a une vision limitée, donc on va le mettre bien proche et le bras mécanique agite la peluche. Et le nourrisson, ça ne l'intéresse pas du tout. On refait la même expérience avec une personne humaine, autre que la maman ou le papa, et qui va agiter dans le même mouvement, ou en tout cas un mouvement proche. Et là, l'attention du nourrisson va être orientée, et là, il va rentrer en contact avec la peluche. Ça veut dire tout simplement que dans son univers perceptif, il a saisi à la fois l'intention et à la fois l'action de la personne, c'est-à-dire l'intention de rencontre et de partager une expérience. Et cette mise en place de la rencontre précède le langage verbal et que c'est l'inscription dans un jeu relationnel. Mais où ce jeu relationnel va permettre que je perçoive que l'autre en retour reçoive mon intention et que je reçoive l'intention de l'autre. Et qu'à ce moment-là, la mise en forme, l'expression agit, car on oublie que le geste précède le langage verbal en termes d'expression. L'expression agit va être l'expression de la relation. Et bien sûr, l'apparition du langage, dont on oublie tout le temps que le langage est d'abord un acte de langage avant d'être un contenu, l'expression du langage va, dans cette rencontre, enrichir considérablement l'expérience, à condition que ce ne soit pas une interprétation sûre, un commentaire, mais bien un témoignage de l'expérience partagée. Ce qui va rejoindre
ce que nous vient de nous dire Julien en narratif, qui est que va se construire une histoire qui va enrichir l'expérience de l'un et l'autre et qui va construire de manière narrative la personne que je suis. Maintenant, cela, si nous partons de cette idée de la relation, cela va avoir des implications extrêmement importantes. Pourquoi? Si je reviens à Gregory Bateson, par la voix de sa fille Nora, il a dit que ce qu'il regrettait chez les élèves de Milton Erickson, c'est qu'ils avaient focalisé leur attention sur les techniques utilisées par Erickson et n'avaient probablement pas compris que la base du travail d'Erickson était de rentrer dans le système relationnel du patient. Rentrer dans le système relationnel du patient, c'est créer un contexte de rencontre. Et que le système relationnel du patient, ce système relationnel, est le mode d'organisation du monde relationnel habité par la personne. Et c'est vrai pour la personne patiente comme pour le thérapeute. Et en quoi ce concept de monde relationnel est-il important? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que nous nous développons, dans l'interaction entre l'environnement, le regard de l'autre, la singularité de la relation humaine, et le bain de représentation, du monde des représentations, dans lequel, comme l'a très bien dit quelqu'un comme Vygotsky, nous entrons, c'est-à-dire que le bain de langage, le bain culturel, la manière de décoder le monde est déjà présente quand nous arrivons sur Terre. Eh bien, c'est dans toutes ces interactions que vont se construire et va se développer notre monde, la construction de notre monde relationnel. Et cela me semble important parce que si on lit avec, par exemple, dans ce qu'a développé les théories de l'attachement, c'est-à-dire la théorie de l'esprit, c'est de prendre dans l'idée que les constructions des modèles internes opérants, des schémas, des thérapies cognitives et comportementales ou des processus cognitifs sont en fait que la condensation est la manière de condenser le monde relationnel que j'habite. Et en quoi cela est-il important? Ça veut dire que quand je rencontre quelqu'un, la première chose qui va se rencontrer, c'est pas la personne que je rencontre, c'est deux mondes relationnels qui commencent à se rencontrer. Et là, on peut comprendre à ce moment-là en quoi l'expérience de l'hypnose est importante. Parce que l'expérience de l'hypnose va permettre de construire un espace-temps dans lequel des relations singulières vont s'exprimer, mais qui vont être un espace-temps qui vont permettre aux deux mondes de connecter en un seul. Et de manière plus générale, il me semble que la thérapie ne peut se déployer qu'à partir du moment où elle se déploie dans un espace de rencontre, un espace-temps, relation, qui soit commun et partagé. Commun et partagé dans lequel les intentions de l'un et de l'autre vont pouvoir se rencontrer. Et pour qu'elles puissent se rencontrer, cela me semble nécessiter qu'elles vont être orientées vers un but commun. Un but commun qui va mobiliser la motivation, l'espérance, mais pas l'utopie. Et il me semble là encore que sur la question du sens, qui de mon point de vue n'est pas abordée dans l'approche systémique, ou plutôt perçue comme utopie, il y a une confusion majeure entre l'utopie et l'espérance. L'espérance amène à des objectifs qui vont pouvoir se réaliser, mais pas se réaliser de manière opératoire, qui vont pouvoir se réaliser comme je prends position dans la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le changement, c'est la vie qui s'occupe du changement. C'est comment je prends position qui fait que j'existe
et j'habite comme la personne que je suis. Dans la vie, dans mon environnement, dans la relation à l'autre. Et cela passe, me semble-t-il, par la triangulation avec le tiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre culture est saturée par le conflit entre l'expérience corporelle, l'animalité, qualifiée d'animalité, d'archaïque, et l'esprit, le rationnel, le cognitif, qui n'aurait qu'une valeur. Ce qui va connecter chez le nourrisson, chez l'enfant, c'est le tiers et la singularité de la relation au tiers qui va pouvoir médiatiser. Et mon expérience corporelle, relationnelle, c'est-à-dire mes perceptions, le jeu de mes perceptions internes et de mes perceptions externes vont être matérialisées et par le mouvement, et par la rencontre, la singularité et la présence de l'autre. À partir de là, cela va ramener à la question de tout vient du patient d'Erikson. Et que si le patient est la relation, ça veut dire quelle forme va prendre et quelle forme allons-nous donner à la relation dès lors qu'elle construit un monde relationnel dysfonctionnel, voire carrément pathologique. Et qui, en fait, en retour, va s'imposer et dans la thérapie aux patients et aux thérapeutes. Or, toute la question posée, c'est que cet effet contexte est dans l'implicite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation et de singularité de la relation s'il n'y a pas un contexte qui permet d'être ensemble. Or, ce contexte est dans l'implicite. Ce contexte n'est quasiment dans la relation, dans la communication, quasiment jamais objectivé. Or, tout l'objectif de la thérapie, ça va être d'objectiver le contexte qui va donner sens à la relation. Et en quoi cela est-il fondamental? Cela est fondamental dans le sens où, quand l'école de Palo Alto a parlé et a mis en évidence le double lien dans la relation, et que ce double lien crée de la pathologie, le double bind. Ça m'a amené à me poser la question, mais qu'est-ce qui peut permettre de sortir du double bind? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut permettre de sortir de l'expression de la pathologie créée par le double lien? Or, le double lien ne tient que parce qu'il existe dans un contexte qui est partagé de manière implicite par deux ou plusieurs protagonistes. Et pour lever le double lien, les doubles liens, cela nécessite de modifier le contexte. Une des idées qui a été développée a été que pour modifier le contexte, pour faire émerger un nouveau monde relationnel ou une nouvelle structure relationnelle, il fallait mettre le système loin de l'équilibre et le mettre en crise. Donc, provoquer la crise pour qu'apparaisse le changement. Le problème de la crise, c'est qu'elle menace en retour la relation thérapeutique. Parce que la crise ne peut être productive de changement que si la relation est en place. C'est-à-dire que s'il y a un contexte qui enveloppe et qui permet aux effets de la crise de se transformer. Alors, depuis la nuit des temps, dans les cultures traditionnelles, un autre mode de pratique que mettre le système en crise, une autre pratique est utilisée. Et ça n'est pas par hasard d'ailleurs qu'elle a été utilisée par Erikson sans jamais l'avoir dit, mais il suffit de regarder la manière dont il menait ses séances pour se rendre compte que c'est dans cette pratique-là qu'il se crée, comme White par exemple ou d'autres, c'est-à-dire en d'autres termes, c'est l'externalisation. C'est-à-dire que toute expression
d'un scénario dysfonctionnel que je vais impacter au niveau des images, au niveau des pensées, au niveau des sensations, toute expression d'un mode dysfonctionnel, qui est en fait l'expression de vécu dissociatif, de disjonction dans la relation, de désaccordage, va être rendu, va pouvoir être travaillé à partir du moment où il peut être mis à l'extérieur et il soit possible de lui donner une forme symbolique. Dès lors qu'on donne une forme symbolique, on transforme l'effet de contexte du monde relationnel dysfonctionnel en un élément. Je vais donner un exemple. Si je suis dans une vision comportementale, si je suis dans une vision opératoire, je reçois une personne dont l'histoire est une collection. L'histoire dominante, pour reprendre les mots de Julien, est une collection de traumas, d'événements traumatiques. Je vais dire, à ce moment-là, il faut que je prenne un événement, puis traiter l'autre, puis traiter l'autre, puis traiter l'autre. Qu'est-ce que je fais? Je ne fais que de la répétition de traitement de trauma. Ce que je me rends pas compte, c'est qu'à ce moment-là, je projette l'idée que le monde est traumatique. Si, de cette collection d'éléments trauma, je construis un ensemble qui va permettre que tous ces éléments traumatiques soient l'expression d'un monde traumatique et qui va être dans les liens entre les événements et non pas dans les événements en eux-mêmes. À ce moment-là, je vais pouvoir traiter la relation qu'entretient la personne au monde traumatique et comment s'exprime l'emprise de ce monde sur sa vie. Et c'est la raison pour laquelle, dans la thérapie du lien et des mondes relationnels, j'ai développé l'idée de passer d'une systémique centrée sur l'action, sur le comportement, sur les interactions, action-effet, en termes de relation, sur une systémique où l'intentionnalité a à voir avec l'effet de contexte. Et que ce contexte ne peut être exprimé que d'une manière métaphorique et symbolique. À ce moment-là, ça veut dire que quand la personne, par exemple, quand elle va être capable, et quand elle va l'emmener dans l'anticipation, par exemple sur la prescription de tâches, c'est que ce n'est pas une tâche comportementale à agir, c'est que la tâche ne va avoir une fonction que si elle active un processus symbolique qui va être là, quand j'effectue cette tâche, je modifie le monde relationnel dans lequel je suis. Et je prends position. Et je suis à ce moment-là acteur d'une histoire alternative. Alors, cela, en retour, va avoir des effets sur la manière de mener la thérapie. Et cette manière de mener la thérapie, elle va commencer d'abord par comment construire un espace de rencontre. Et bien sûr, ce qui va venir en premier, puisqu'en tant qu'adultes, nous sommes saturés et nous vivons dans un bain de langage, le langage va être en premier. Mais il n'empêche que ce n'est pas du langage comme des mots ou des phrases en soi qui nous intéressent, mais bien dans la manière dont le langage va pouvoir interagir. C'est-à-dire quels effets relationnels l'utilisation du langage va permettre. Et pour ça, la première étape, ça va être que la rencontre va pouvoir se faire que dans la construction d'un rythme et d'un accordage. Donc le travail de questionnement va permettre d'abord, avant tout, avant d'intervenir de quoi que ce soit, de rencontre. Et cette rencontre, elle va être dans l'intérêt que je vais porter à entrer dans l'histoire de la personne. Parce que c'est dans cette histoire, dans la manière et dans les effets au niveau du vécu de cette histoire, que va pouvoir commencer à s'installer chez l'autre. Ah, là, je perçois quelqu'un qui m'entend, qui écoute, qui reçoit
Et là, je peux en retour me sentir compris. Ça va être, à côté de cette confiance, ça va être aussi donc de construire une mise en forme de la problématique. Si je prends le théâtre, c'est un peu comme si la personne, quand elle vient avec sa problématique, avec sa plainte, c'est comme si elle vient avec son scénario de vie. Et il va falloir la transformer en une mise en scène. Et le travail thérapeutique va se faire sur la forme que va prendre cette mise en scène, pas sur la plainte en direct. Et une mise en scène qui va être à l'extérieur parce qu'elle va pouvoir être partagée. Et dans mon travail de thérapeute, c'est lorsque je peux percevoir en 3D, comme si j'ai un film devant moi. Je vais pouvoir percevoir le scénario relationnel, qu'à ce moment-là, on va pouvoir intervenir sur les liens et non sur les personnes. Troisième, ça va être l'objectif. Mais vous comprenez bien que le premier objectif de tout, ça va être d'abord d'entrer dans un même espace-temps. Relation qui va permettre le déroulement de notre thérapie. Et ensuite, là, on va pouvoir, dans cet espace-temps, être en capacité de pouvoir se projeter la direction donnant un sens. Et non pas une fin en soi, mais une possibilité, ce qui est très important me semble-t-il, car c'est à la fin de la thérapie, comme à la fin d'une séance, que se joue la qualité de la séance et de la thérapie, activer le processus de séparation. Et la séparation, ça n'est pas maintenant, j'ai plus besoin du thérapeute. La séparation, c'est je peux emmener avec moi l'expérience humaine qui me, dans la thérapie, avec l'aide du thérapeute, dans sa dimension humaine, que je vais pouvoir emmener dans ma vie. C'est-à-dire installer la permanence du lien, c'est-à-dire maintenir le lien et l'expérience en dehors de la présence du thérapeute. Erickson et Milton Erickson finissaient un certain nombre de ces thérapies en disant « Ma voix t'accompagnera et pourra devenir d'autres voix ». Ça n'est pas la personne, c'est la relation qui va accompagner. Ce qui rejoint ce qu'ont dit les théoriciens de l'attachement, que la séparation ne se fait que dans la permanence du lien. Je vais rejoindre ce que dit Julien tout à l'heure dans son intervention, c'est-à-dire que le processus de développement et d'autonomie, qui est jusqu'à la fin de la vie, se fait dans une base relationnelle et non pas dans un scénario de Solomon et dans la performance. L'autre, enfin, paramètre, c'est que pour que l'expérience puisse être partagée, ça veut dire que la thérapie se déroule dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire en pleine présence. Et dans la singularité de la pratique que j'ai développée, mais qui est partagée, et que nous partageons ensemble et qui est partagée par l'approche narrative, c'est cette capacité d'observation qui va être d'emmener, non pas uniquement le ou la thérapeute, mais aussi le ou la patiente, dans cette position où, pendant qu'une partie de moi observe, alors l'autre agit et met en scène. Et qui va être la position décentrée. Et c'est ce qui va permettre à ce moment-là, au couple patient-thérapeute, de pouvoir traverser, traiter des situations qui peuvent être extrêmement difficiles sans de déborder en retour par les effets négatifs de cette situation. Et bien sûr, c'est ce qui va permettre dans un deuxième temps d'amorcer le travail en relation de réassociation ou d'association, et à ce moment-là, de connecter la personne à ce qu'elle est, c'est-à-dire à la réaccorder à tout l'espace relationnel, c'est-à-dire la singularité de la relation humaine, l'appartenance, le sens et
et l'environnement. Ce que j'ajouterais, c'est bien sûr que cette vision est à la base, dès lors qu'on parle de psychotrauma, du processus de résilience ou du processus de croissance post-traumatique. Ce que je tiens à ajouter, et ça me semble important pour conclure, c'est que ce qui fait notre singularité d'être humain, c'est notre capacité à créer. Et cette capacité à créer, la pensée créatrice, l'imagination créatrice, qui nous a permis de nous développer de manière considérable par rapport aux autres espèces de cette planète, elle n'est possible que dans le lien. Et que ça nécessite que la base affective et relationnelle soit en place pour que l'imagination créatrice, que la pensée créatrice émerge. Et si je finis mon propos, je dirais que aujourd'hui, la pensée systémique me semble une pensée extrêmement riche dès lors que on amène au centre l'humain. Et amener au centre de la pensée systémique l'humain, ça nécessite d'un côté d'engager la dimension corporelle dans toute son intégralité, du perceptif à l'imaginaire, aux émotions, et de l'autre, d'emmener à un troisième niveau logique, qui est la question du sens. Pas du sens utopie, mais du sens espérance. Et l'espérance, je vais rejoindre ce qu'a dit Julien tout à l'heure, c'est lorsque je suis connecté à des valeurs de vie qui ne sont pas des croyances ou des idéologies, mais des valeurs habitées, incarnées, c'est-à-dire qui sont des valeurs qui sont à la fois propres, à la fois partagées avec d'autres et à la fois universelles, c'est-à-dire qui activent la dimension de l'universalité de l'humain. Et que, bien évidemment, la vie est un ensemble, entre guillemets, d'épreuves à traverser. La question est, est-ce que les épreuves valident un monde vivant maltraitant et qu'on est dans une vision pessimiste et nihiliste de la vie qui n'a pas de sens et qui est maltraitant, ou est-ce que la vie contient les potentialités, les ressources qui vont permettre de traverser les épreuves et de construire la question du sens. Pas pour moi en propre, mais dans la transmission aux générations futures. Et comment j'inscris ma vie dans l'histoire de l'humanité. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup, Eric. C'est parfait. On est très, très à l'heure. On a même quelques minutes d'avance. On va vous remercier encore une fois tous les deux, Julien et Eric, pour vos interventions. Peut-être on peut laisser place voilà, à quelques questions. Alors, je ne sais pas, peut-être que dans la salle, les personnes présentes, peut-être y a-t-il des questions, peut-être que il y a des points sur lesquels vous voulez rebondir, Eric et Julien, sur vos interventions mutuelles. Je ne sais pas, peut-être que pour commencer, peut-être que dans la salle, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des envies de partager? Profitons-en. Eric et Julien, je vous fais le rôle de relais pour pouvoir me dire si c'est le cas ou pas, hein, comme je ne vois pas les personnes dans la salle. C'est bon. C'est bon. J'avais une première question à poser à Eric par rapport au congrès, justement, où il y a cette notion de transmission, oui, qui fait parmi les thèmes du congrès, s'accorder, co-créer et transmettre, qui est
qui n'est pas pensé souvent dans la thérapie, hein, dans la dimension des valeurs universelles, hein, de la transmission de la dimension de temporalité. Donc, ma question que je vais poser à Eric, hein, c'est le fait d'avoir pris en compte cette dimension de transmission me paraît quelque chose de fondamental, puisque tu as parlé tout à l'heure d'Erickson et la difficulté qu'a pu avoir Erickson de transmettre ce qui était le centre de son travail, c'est-à-dire de s'affilier au processus relationnel dans lequel les gens vivaient, dans le monde relationnel dans lequel ils vivaient. Comment, dans ton expérience, finalement, pas simplement de thérapeute, mais aussi d'enseignant, as-tu développé cette dimension de transmission? Parce que tant qu'on est dans une vision, j'imagine, opératoire, on n'a rien à transmettre, on transmet les recettes. Des informations. Des informations. Comment ça... Est-ce que dès le début, cette dimension de la transmission est quelque chose qui a irrigué ta pensée et qui t'a fait percevoir l'importance de cette dimension temporelle et d'avenir, hein, au centre du travail de thérapeutique ou d'enseignant, ou c'est quelque chose qui est arrivé par la suite? C'est arrivé très tôt, et en fait, c'est arrivé très tôt par la lecture et par la lecture et par le jeu. Et dans le parcours scolaire, c'est arrivé très tôt sur l'observation que la transmission était le produit de l'interaction entre ce qui était dit et ce que je pouvais recevoir à partir de mon histoire. Et que si c'était, je dirais, des mots qui n'avaient, ou des informations ou un texte qui n'avait aucune résonance chez moi, bah ça me gonflait. Je coupais le circuit. et j'ai pu observer la même chose avec les enseignants à l'école. L'enseignant, c'est à partir du moment où il exprime avec intérêt, passion, qu'il fait vivre sa matière, qu'à ce moment-là, en retour, il crée un intérêt, une motivation, une curiosité. Il n'y a pas de transmission sans curiosité. Et je pense que la transmission ne peut pas être que formelle. La dimension expérientielle de la transmission, c'est que la transmission va permettre dans l'apprentissage d'activer, c'est-à-dire de réaménager et d'activer les souvenirs d'expérience, tu vois, par exemple professionnels, et de réaménager ces expériences et de transformer, de redonner un nouveau sens. Mais si tu es dans la répétition du rabâchage, tu es dans la construction d'information. Et ça va pas. D'ailleurs, on oublie tout quelque chose que j'avais trouvé extrêmement intéressant, c'est comment à l'époque où il n'y avait pas l'écrit, les acteurs de théâtre au Moyen-Âge apprenaient des textes énormes. Par cœur. Par cœur. Ouais. Ils activaient l'imaginaire. Et donc, par exemple, ils se représentaient, par exemple, une maison, par exemple, hein, un château, peu importe, une maison, et puis avec la pièce, donc les pièces, les placards, les tiroirs, ils mettaient des bouts de texte. Et donc après, ils tiraient les tiroirs. Donc ils jouaient avec les enfants de mémoire. Mais ça n'était possible que parce qu'il y avait une matrice imaginaire. Apprendre en soi un texte comme ça, c'est quasiment de l'ordre de l'impossible. Il faut qu'ils vivent pour qu'ils puissent. Pour que, voilà. Et donc, pour moi, ça m'a semblé très vite évident que la dimension expérientielle, c'est sur la dimension expérientielle que se fait l'apprentissage. En contrepartie, et j'en restais là, ça suit le développement de l'enfant. C'est sur la matrice perceptive, affective et l'imaginaire que va se construire la pensée créatrice et le développement de l'intellect. Je partage. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que c'est vraiment important. Et ce à quoi on travaille justement dans les formations, c'est justement à ce que les personnes puissent réaménager leur expérience. Comme je dis, les techniques, la théorie, ça va rester en arrière-plan. Mais l'important, c'est que ça viendra quand ça viendra. Tu comprends ? Parce que c'est le processus qui est premier. Et on n'a pas à manipuler le processus. On a juste à utiliser les techniques
pour lever les obstacles qui permettent au processus de vie, c'est-à-dire au processus de se dérouler. Donc, je veux dire, l'apprentissage, c'est mettre en bibliothèque et être dans la position de non-savoir. Et c'est les événements, c'est la situation, c'est la relation qui va activer tel livre de la bibliothèque ou tel tiroir de la bibliothèque. Mais c'est pas premier. Je vois bien, hein, je vois toute la difficulté. Je ne parle pas simplement pour l'hypnose, pour la systémique, etc. C'est que tu as des créateurs qui sont à l'origine de mouvements. Bien sûr. Et derrière, souvent, la transmission s'arrête et des gens répètent des techniques. Voilà. Et le processus n'est plus actif. Oui. Tu vois, il y a quelque chose qui s'arrête dans le processus. C'est-à-dire que c'est comme si on croit, en possédant la bibliothèque, qu'on va posséder la pratique. Voilà. OK. Alors, juste, j'avais deux points à rajouter. Dans ce que tu dis là sur l'histoire des professeurs, etc., ça me fait penser à François Roustan, parce que François Roustan, c'était un mauvais élève. Et en quatrième, un jour, il fait une rédaction et le prof lui dit, ce truc-là, c'est top, vous allez lire devant tout le monde. Sa vie a changé ce jour-là. Donc, il y a un processus de reconnaissance, il y a eu quelque chose d'affectif à partir duquel il s'est mis en mouvement. Mais au début, c'était un mauvais élève. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et le deuxième point, c'est ce que tu viens de dire sur l'imaginaire, sur le par cœur, hein, sur le Moyen-Âge. Et tu montres bien qu'ils allaient tirer les tiroirs. C'est le rapport, ce que tu disais, c'est des traditions orales dans lesquelles le geste est très important. Exactement. Il y a un rapport entre le geste et l'imaginaire. Oui. Hein, dans la mémorisation. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, je parle de bibliothèque, c'est que cette dimension du corps en mouvement n'est plus en place et de la relation vivante n'est plus en place. Et c'est ça qui rend difficile la mémorisation, parce que l'affect n'est plus en place. Bien sûr, et le corps en mouvement, dans l'interaction avec un corps en mouvement, va permettre de tisser la perception interne et le vécu interne avec le vécu externe. C'est ça. Et d'aller et d'orienter vers l'unité de l'expérience. Voilà. C'est-à-dire que les diversités des expériences vont tisser en une histoire unifiée. D'ailleurs, on le voit bien dans les troubles de l'attachement, où justement, l'histoire va être atomisée et va être entachée de moments d'oubli, d'amnésie, et qu'elle va devenir d'état. Voilà. On ne va pas construire une histoire. Voilà. À côté de ça, il y a des trous et ça ne fait pas lien. Voilà. Ça me paraît vraiment très important. Autre question que j'avais en tête en t'écoutant, là, voilà, oui, je voulais, voilà, c'est le livre de l'HTCMA, La thérapie du lien et des mondes relationnels, qui est vraiment un livre que je trouve évidemment passionnant et même un livre, on pourrait dire, très important pour comprendre la dimension de ce qui se joue dans une dimension thérapeutique. Donc, il y a tout un travail sur l'externalisation. Oui. OK. Et ce que tu mets en évidence, c'est que l'externalisation vient des sociétés traditionnelles. Oui. Donc, toi, tu as perçu ça et tu l'as tout de suite intégré dans la question du processus, comme White a pu le percevoir à partir de… ce qui lui a permis de le percevoir, je dirais, c'est son lien avec les aborigènes et sa réflexion par rapport à cette culture qu'il a amenée. Erickson, tu en as parlé, c'est son lien avec sa mère et le monde culture amérindienne. Donc, ma question que je vais te poser, c'est pour toi, à partir de quelle expérience, tu vois, as-tu été attentif à cette dimension d'externalisation? Parce que aussi bien chez Erickson, tu vois que chez White, on voit bien qu'il y a une proximité avec le monde de ces traditions, qui est les origines de la thérapie, on pourrait dire. Et comment tu as commencé à percevoir cette dimension-là à une époque? Moi, je me rappelle des discussions qu'on avait eues où ces dimensions d'externalisation n'étaient pas du tout pensées, parce qu'il y avait une domination de la pensée opératoire. Dans le monde de l'hypnose, je parle, et dans le monde des thérapies brèves. Je te répondrai que le principe d'externalisation, il vient du jeu et de l'art. Et qu'à une époque, dans mon jeune temps, j'ai fait de la mise en scène et je me suis rapidement rendu compte que si tu prenais le scénario brut, ça construisait rien du tout. Donc, tu es obligé de construire une mise en scène à partir de scénario. Non, tu joues une pièce. Mais cette mise en scène, ça va être
va externaliser une forme. C'est-à-dire la pièce, c'est pas le scénario. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'à partir d'un même scénario, tu vois, ou à partir d'une symphonie, il peut y avoir plusieurs ballets. Qu'à partir d'un scénario, il peut y avoir plusieurs pièces qui vont être jouées. Tu vois, pourquoi? Parce que ça va être l'externalisation du scénario. Or, ça va interagir avec comment dirais-je moi, avec les spectateurs. Et comme dans mon histoire, j'ai été influencé par Moreno, Moreno qui a développé le théâtre de la spontanéité et qui a eu l'art de brouiller les pistes, puisqu'il a fait monter des spectateurs sur la scène pour être acteurs et défendre des acteurs pour être spectateurs. Donc, tu vois bien qu'à ce moment-là, l'externalisation permettait la triangulation. Donc, finalement, c'est ton expérience de metteur en scène, de créateur de jeu, et ta réflexion sur le travail de Moreno, et sur comment un scénario puisse finalement donner des formes vivantes, qui t'a amené à être attentif à cette dimension d'externalisation. Bien sûr, et si tu veux, ça a continué après chez l'enfant. Toi qui as connu l'époque à une époque, tu sais bien, dans le travail avec l'enfant, la culture dominante faisait qu'on observait, on interprétait le jeu de l'enfant, on ne jouait pas avec lui. C'est pour ça que j'ai fait mon mémoire jeu et thérapie d'ailleurs dessus. Mais quand tu joues avec l'enfant, c'est pas jouer avec l'enfant avec jouer l'enfant, c'est jouer avec l'enfant pour construire à travers le jeu un dialogue, que ce soit le jeu, le dessin, à modeler ou toute forme d'expression. C'est pour construire un dialogue. Donc le dialogue, il va trianguler, comme avec la narration. Je veux dire, de raconter une histoire. C'est pas l'histoire, c'est comment l'histoire va interagir et être triangulée. Tu comprends? Si on regarde un conteur, le conteur, il va embarquer les spectateurs dans le conte. Mais il ne peut pas embarquer dans le conte si le conte, il n'est pas externalisé, si l'histoire, elle n'est pas externalisée. L'externalisation crée un effet relationnel qui est à la fois spatial et temporel. Et c'est ça qui va permettre la bascule. C'est en ça que, en narratif comme en télémère, les bases, le fond du fond, va être l'utilisation de la communication hypnotique sur un mode conversationnel, parce que ça va être de rentrer dans un espace-temps où va s'activer la possibilité de mise en scène externalisée dans l'imaginaire, en vision dans le présent. Donc si je reprends bien, un des points importants donc de l'externalisation, c'est que l'externalisation, c'est ça qui va permettre la mise en lien. Oui. Sans externalisation, la mise en lien n'est pas là, et c'est cette mise en lien qui crée un espace et un temps dans lequel on peut tisser des relations vivantes. Tout à fait, c'est-à-dire que la mise en lien permet l'externalisation qui permet la mise en lien. C'est un peu la peau. Voilà. Donc, mais oui, et d'ailleurs, regarde, dans le développement de l'enfant, des relations saines amènent au dialogue. Mais le dialogue, c'est la construction d'un échange qui fait que ce qui va sortir de l'échange est plus que la somme de ce que dit chacun. Et que c'est en retour ça qui va enrichir l'expérience. C'est ça qui enrichit l'expérience. Et qui réorganise l'expérience de vie. Et c'est ça qui est central dans ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que des relations vivantes qui enrichissent la vie de chacun, parce que le dialogue est présent et c'est ça qui va émerger de nouveau dans la relation, qui va avoir cet effet d'enrichissement. Et comme la sensibilité de Michael White, me semble-t-il, a été à la fois cette sensibilité sur de percevoir la souffrance de la culture occidentale dominante sur les aborigènes d'Australie, et comment ça déconstruisait, déstructurait leur monde. Leur monde, leur monde relationnel. Leur monde relationnel. Et ensuite, cette sensibilité qu'il a pour la narration. Eh bien, la forme d'externalisation qu'il a utilisée est la forme narrative. Car le langage, on l'oublie, est un médium. Je suis bien d'accord, oui. C'est un médium parmi d'autres et qui est en rapport aussi, comme tu disais tout à l'heure, avec le corps et non pas quelque chose qui est dans la représentation mentale de manière abstraite. Et donc, ce n'est pas les mots en soi. C'est pas les mots en soi. C'est qu'est-ce que ça, les mots véhiculent comme intentionnalité et quels effets ça a en termes de relation. Le mot en soi n'est qu'un signe, une information en soi
et elle ne construit aucune histoire. Je vois bien. Ça me paraît vraiment quelque chose de très important de comprendre que dans l'approche de thérapie narrative, la notion de narration, la notion de travail sur le langage, c'est en même temps un travail sur l'intentionnalité et sur les relations. On n'est pas dans un travail au niveau des représentations mentales. C'est-à-dire de construction partagée qui va créer une œuvre singulière. Ce qui crée une œuvre singulière. Qui va enrichir les divers... Ok. Dites-moi, j'aurais une... Merci pour cet échange. J'aurais une question. Alors, je m'excuse par avance, je ne voudrais pas jouer les empêcheurs de tourner en rond avec ma question. Elle s'adresse à tous les deux, c'est pour continuer à pouvoir alimenter la discussion, mais aussi pour pouvoir faire le lien avec la thématique aussi de la soirée. La question est la suivante. Il y a eu des éléments de réponse, mais si on pouvait revenir juste un instant pour éclairer encore une fois un peu ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Finalement, les approches que vous enseignez et que vous transmettez, hein, au sens fort du thème, en quoi peut-on dire qu'elles sont justement, elles s'inscrivent dans une vision post-moderne aujourd'hui? Je dirais que ce qui caractérise la modernité, hein, c'est une certaine conception de la raison, qui est une raison calculante, hein, ça a été décrit par pas mal de philosophes. Je pense comme calcul, c'est-à-dire de mise en représentation, et non pas, je pense, la pensée comme donnant forme à la vie, okay, et accueillant la vie relationnelle, accueillant les affects, puisqu'on sait aujourd'hui que les affects sont au centre de la pensée. Et donc, dans la modernité, il y a une vision de la raison est coupée de l'expérience corporelle et relationnelle. Hein, c'est ça. C'est ça qu'on appelait le scientisme, hein, où les gens percevaient les objets et l'organisation des systèmes comme étant extérieurs au système, hein, une position de surplomb dans laquelle, finalement, l'être humain n'avait pas de place. Il y avait une capacité de cette raison de percevoir le monde, d'organiser le monde aussi. Et l'idée d'organiser le monde dans ce monde-là, c'était de produire des comportements qui paraissaient rationnels, et tous les comportements non rationnels étaient mis de côté par rapport à ce monde. Donc, je dirais que ce que je sens, moi en tout cas, dans cette dimension postmoderne, c'est cette dimension de réintroduire la dimension relationnelle, de réintroduire cette dimension intentionnelle et de réintroduire la dimension affective au sein de la pensée. On sait aujourd'hui, et c'est ça l'intérêt des neurosciences affectives, hein, qui sont, il me semble, très en relation avec ce que nous venons de dire, que dans les neurosciences affectives, la pensée s'enracine sur une base relationnelle et sur une base affective. S'il n'y a pas cette base-là, eh bien, il n'y a aucun mouvement de la vie qui va se mettre en place. Et si vous laissez un enfant tout seul, sans relation, il ne va pas se mettre à parler. Oui, il ne va pas rentrer dans ce jeu relationnel qui va enrichir sa vie. Donc ça, c'est le premier point, je dirais, de postmoderne, c'est-à-dire cette vision où la relation est remise, la raison plutôt, est remise dans un contexte relationnel et affectif, et donc est remise du côté du sens. Il me semble que la pensée ou la vision de la raison, on pourrait dire en grande partie, souvent dite post-cartésienne, hein, c'est une vision dans laquelle il y a une étendue, dans laquelle il y a des objets et dans laquelle on va organiser de manière concrète des échanges entre ces objets, de telle manière qu'on va essayer de contrôler les expériences et pouvoir les répéter à l'identique. Ce monde-là, qui est le monde de la modernité, a permis un essor d'un certain type de science à un moment donné, mais on en voit aujourd'hui les envers, c'est-à-dire que dans ce monde-là, il n'y a pas de limite. Hein, il n'y a pas de limite en termes d'espace, qu'on voit aujourd'hui avec les problèmes qui se posent en termes d'écologie, mais aussi il n'y a pas de limite en termes de temps. Oui. C'est pour toujours. Vous voyez, on ne voit pas les conséquences donc de la transmission des comportements qu'on a sur le long terme. On vit simplement dans des expériences on pourrait qualifier d'un imaginaire de toute puissance. Et c'est pas un hasard si dans ce monde de la raison moderne,
qui est une raison coupée de l'affect, on a eu autant de guerres et on a une montée symétrique de ces comportements, puisque justement la question de l'autre, de la temporalité de la relation à l'autre, puisque la rencontre avec l'autre se fait au sein d'une temporalité. Et c'est cette rencontre qui va enrichir la temporalité. Et ça, c'est pas en place. Il y a une prévalence d'une spatialité, je dirais, sans limite, avec une vision non temporelle de l'être humain. Et je crois que l'approche que vient de décrire Éric, si je me trompe, et ce qu'on a aussi dans l'approche narrative, c'est au contraire une vision de la raison qui est tout à fait cohérente et qui est beaucoup plus rationnelle, je dirais quelque part, que cette raison-là qui est coupée des affects, qui est un peu un mythe, mais qui a servi à un moment donné à servir un certain type de puissance dans notre relation au monde. C'est intéressant, si je peux me permettre, puis je te laisse la parole, Éric. Ça me fait penser à, je crois que c'est un vieux texte ou un livre de Winnicott. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais citer Winnicott, mais où il parle et quand il dit la capacité d'un enfant à être seul est conditionnée par une chose, c'est la présence de l'autre. Oui. Et je trouve que ça résume bien, je veux dire, justement les propos qu'on peut avoir là ce soir. Pardon, Éric, vas-y, t'allais prendre la parole. Pour rebondir, je partage ce que vient de dire Julien, et pour compléter, la vision postmoderne, c'est comment reconstruire une histoire. Et l'inscription dans l'histoire, c'est que mon histoire se décline à la fois sur la singularité, sur la communauté, sur l'universel. D'ailleurs, et que c'est de comprendre que l'histoire qu'est l'expression d'un monde relationnel, quand il rentre dans un espace, s'il ne répond pas à une forme relationnelle, comment dirais-je moi, qui a une dimension temporelle, je veux dire, il va être dans l'intemporalité. C'est comme ça que les mondes traumatiques traversent. Les gens décèdent, mais les mondes traumatiques traversent les familles et traversent les cultures et les sociétés. Parce que le pouvoir, c'est justement de la dissociation, créer des formes relationnelles inachevées qui perdurent dans le temps. Or, si on a un imaginaire, pas une imagination rationnelle reproductrice, mais une imagination créatrice, c'est que notre propre et notre capacité à nous projeter. Le fameux projet, le but pour Bateson, le but et le projet, c'était la même chose. Mais c'est de se projeter, et cette capacité à projeter permet de visualiser et de mettre en forme un objectif futur réalisable qui n'existe pas encore maintenant. Et donc, c'est sortir de cette dualité qui est une dualité dissociante et désorganisante de la pensée moderne, c'est comme si il y avait tout ce qui était du relationnel, c'est-à-dire du corps en relation, c'est-à-dire tout ce qui est sensation, émotion, image, tout ça c'est bon pour l'enfant, mais à l'âge adulte, c'est la pensée rationnelle. Or, c'est-à-dire, à la limite, c'est comme si l'humain devient un pur esprit avec deux pattes, quoi. Et le toute puissance de la technologie, dont on oublie que la technologie, c'est d'abord de la co-construction ou de la co-création. Ça vient pas comme ça, comme de la génération spontanée. Donc, c'est de remettre en place comment dirais-je moi, l'unité, j'allais dire l'unité corps-esprit, c'est le principe d'unité dans la triangulation corps-esprit-tiers, tiers-corps-esprit, et de réintroduire notre histoire dans l'histoire de l'humanité, et non pas dans une immédiateté fonctionnelle du présent et technologique où on est réduit à une chose en soi. Ouais, c'est ça la difficulté, je trouve, de ce monde de la raison là, qui est coupé des affects et des relations, qui est ce qu'on appelle la modernité,
un des effets que l'on va avoir, c'est que le sujet est tout seul et le sujet est un objet. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un mélange, une confusion entre sujet et objet. Et vouloir réintroduire et permettre à quelqu'un d'avoir accédé à sa subjectivité vivante implique de permettre que ce langage, cette raison qui va se traduire par de la parole, du dialogue, etc., soit en place. C'est-à-dire que la raison, dans le sens classique, est une raison qui n'est pas dialogique. Ce qui amène le monde, je dirais, postmoderne, tel qu'on l'a décrit, c'est une raison qui est dialogique. C'est à partir du dialogue, de l'échange, que va émerger une compréhension de plus en plus fine de notre relation au monde et aux autres. Et il faut construire pour ça une vision du monde et de l'humain qui soit une vision vivante, et une vision de la vie qui soit vivante, c'est-à-dire capable d'interaction. Et dans mon expérience aujourd'hui de pédopsychiatre, je peux dire que ça commence, je trouve, à être extrêmement inquiétant, le nombre d'enfants qui décrochent, c'est-à-dire qui en arrivent à ne plus avoir foi dans la vie, plus avoir foi dans l'autre, et que la rupture de l'école, le retrait même plus dans la famille, mais dans la chambre, c'est un non à cette société-là, non à ce monde-là, qu'ils vivent comme un monde qui a servi, qui est désinvesti, qui crée de l'indifférence, un attachement à l'indifférence, et qui finalement amène chez eux un effet d'effondrement. Est-ce qu'on pourrait dire, pardon, est-ce qu'on pourrait dire finalement, ce qui permet de passer, c'est peut-être un peu réducteur, hein, bien sûr, mais ce qui permet de passer du lien à la relation, je reprends les propos de ton intervention, Eric, c'est lorsque la relation à l'autre est internalisée en nous. Oui, par les effets de la relation. Oui. Le lien, c'est pas et c'est bien toute la difficulté, c'est qu'aujourd'hui on est dans une société où la représentation de la relation, qu'on va d'ailleurs de plus en plus objectiver, fonctionnaliser, rationaliser, est confondue avec le lien. Oui. Le lien, il est du registre du perceptif, de l'affect et du sensorimoteur. Il est du registre expérientiel. Oui, vas-y, Julien. Ce qui paraît très important dans ce qu'il dit, c'est de différencier la représentation de la relation vivante qui s'inscrit dans le corps, dans un corps vivant, avec du perceptif, des images, vous voyez, du sensorimoteur. C'est vraiment de gestes, c'est une relation vivante, un vécu expérientiel. Là, on est dans le lien. Et ce qui se passe aujourd'hui de plus en plus, c'est qu'on a une vision du lien qui est basée sur la représentation. Voilà. Faites ci, faites ça, et vous aurez des liens. Et on est dans la représentation du lien. Et j'ai l'impression que cette représentation du lien est toujours en lien avec cette vision de la raison moderne, qui est une raison basée sur la représentation mentale et non pas sur la vie. La représentation mentale et la technologie. Et la technologie, qui est comme une relation, on pourrait dire, contrôlée, qui est contrôlable. C'est ça l'idée de la relation. La performance. Okay. Bon, Julien, Eric, écoutez, comment on approche, d'ici 2-3 minutes de la fin. On va vous remercier encore une fois chaleureusement pour vos interventions et puis vos échanges aussi qui ont suivi. Bon, évidemment, ça suscite tout un tas d'autres questions, d'interrogations. On aimerait continuer à partager. Écoutez, nous vous invitons, à participer à notre prochain congrès. Je le répète, qui aura lieu le 31, le 1 et le 2 et les 3 juin au Palais des Congrès de La Baule.
s'accorder, co-créer, transmettre, le lien humain au cœur de la thérapie, où ce sera l'occasion, un espace pendant plusieurs jours d'échange, de réflexion, voilà, de pratique aussi, où nous pourrons continuer voilà, à développer ces idées d'une vision alternative. Julien, merci beaucoup. Merci. Eric, peut-être, je ne sais pas, un petit mot. Oui, vas-y, Eric. Pour dire que Grégoire Vitry et Claude Scorail seront au congrès Oui. et que nous pouvons remercier l'acte. Alors, oui. Pour peut-être. Justement, en mot de conclusion, c'est ce que j'allais dire, hein, pour boucler et terminer. Un grand merci à eux, à l'ACT d'avoir organisé non seulement toute cette journée, hein, sur les métiers de la systémie, et puis d'être à l'initiative, d'avoir organisé eh bien ce soir, voilà, parce qu'il y avait de multiples interventions qui étaient en simultané, en parallèle, hein, de d'autres écoles, et nous avoir laissé l'opportunité de pouvoir l'organiser par le biais de l'Institut Mimétis. Donc voilà, une pensée pour eux, on les remercie également. Merci. Voilà. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés et à bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Bonsoir.